Comment agissent donc ces anti-inflammatoires? On sait qu'ils diminuent les symptômes, la douleur, la fièvre en particulier, ce qu'on cherche à éliminer. On sait que ces symptômes sont déclenchés par les médiateurs chimiques libérés par les leucocytes, les globules blancs, entrés en contact avec l'intrus. Les médiateurs chimiques, vous vous souvenez, c'est TNF, prostaglandine, histamine, etc. Donc, d'une façon ou d'une autre, les anti-inflammatoires inhibent l'action des médiateurs chimiques. Comment? En fait, ici une expérience. Alors j'ai pris un morceau de document qui est dans votre livre. On a extrait des globules blancs, donc granulocytes, monocytes d'une zone inflammée. On les a mis 24 heures sans anti-inflammatoire et 24 heures en présence d'anti-inflammatoire. Et on a mesuré la quantité de prostaglandine au cours du temps. Donc on s'aperçoit que sans anti-inflammatoire, on a une belle augmentation de prostaglandine en 24 heures. On passe de quasiment 0 à 45 mg par millilitre pour 10 puissance 6 cellules. Ici, alors on n'a pas la même, on mesure pas la quantité de prostaglandine, mais le pourcentage d'inhibition de la production de prostaglandine. Donc c'est un document qui a été retravaillé. Et pour 3 anti-inflammatoires différents. Alors si on prend celui qui est dans l'aspirine, en rouge, on s'aperçoit que l'inhibition est importante pour des doses relativement importantes. L'aspirine n'agit pas à faible dose. Par contre, celui-ci, l'indométhacine, lui, visiblement, il a une action à toute petite dose. On a une action importante à toute petite dose. Bref, les anti-inflammatoires diminuent la quantité de médiateurs chimiques sécrétés. Donc ils ne neutralisent pas les médiateurs chimiques une fois qu'ils sont sécrétés, ils ne les détruisent pas, on aurait pu imaginer ça. En fait, non, ils empêchent leur sécrétion. Donc, pour savoir comment est-ce qu'ils empêchent leur sécrétion, il faut aller regarder en amont comment est-ce que ces médiateurs chimiques sont fabriqués. Donc, chaîne de synthèse des prostaglandines. Voilà, 3 étapes pour arriver à la prostaglandine à partir du produit de départ. Alors, les molécules de départ, on dit molécules de la membrane, mais en fait, vous les connaissez, puisque vous avez vu en enseignement scientifique que les membranes étaient faites de phospholipides. Ces phospholipides sont transformés en acide arachidonique, l'acide arachidonique transformé en prostaglandine. Chaque étape est catalysée par une enzyme. Ici, la phospholipase pour la première étape. Pour la deuxième étape, c'est la cyclooxygénase, donc enzyme COX. Il y en a plusieurs, on met S. Dans votre livre, vous avez le même genre de document. Phospholipides membranaires, catalyse, qui passe à l'acide arachidonique, catalysé par la phospholipase. Deuxième étape, les enzymes COX. Et c'est une fois que ces prostaglandines sont fabriquées qu'elles peuvent être sécrétées par exocytose quand il y a eu contact. On mesure l'activité de l'enzyme COX en présence de concentration croissante d'ibuprofène. 10-7, 10-3. Pourcentage d'activité 100 quand il n'y a pas d'ibuprofène. On voit très nettement que plus on augmente la quantité d'ibuprofène, moins l'enzyme est active. Si l'enzyme COX n'est pas active, évidemment, on n'aura pas de fabrication de prostaglandine. Alors, sur ce schéma qui a été pris à partir du logiciel Rastop, vous avez l'enzyme COX représentée en modèle, ce qu'on appelle le modèle fil de fer. Et puis, vous avez en rouge l'acide arachidonique, donc qui est son substrat. En bleu ont été grossis
des acides aminés, je vais y arriver, des acides aminés qui font partie du site actif de l'enzyme, c'est-à-dire là où se fixe le substrat. Et on vous dit en fait, les boules bleues, c'est-à-dire les fameuses enzymes où est fixé le substrat, eh bien c'est là aussi que se lie l'ibuprofène. Donc en fin de compte, l'ibuprofène, l'anti-inflammatoire, se lie exactement au même endroit que le substrat de l'enzyme. Autrement dit, il y a une compétition entre les deux molécules pour se fixer sur l'enzyme. On parle d'un inhibiteur compétitif. Vous avez ici la même chose dans votre livre, un petit peu, près pareil. Donc ici, ils ont mis l'aspirine qui occupe le site actif, comme l'ibuprofène. Je ne sais pas si on aura le temps de refaire cette épée en rentrant, on verra. Bilan donc de cette action des anti-inflammatoires. Alors oui, on verra qu'il y a plusieurs types. En fait, il y a plusieurs types d'anti-inflammatoires. Ceux dont on parle, aspirine et ibuprofène, ce sont des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, ils agissent sur la COX, la cyclooxygénase. Ils inhibent en prenant la place du substrat. Du coup, disparition des symptômes de la réaction inflammatoire, des manifestations de la réaction inflammatoire. Ça, c'est l'origine, là d'où vient ce schéma. Dans votre livre, vous avez un peu la même chose. Il vous parle aussi de la même chose ici. Les deux familles donc d'anti-inflammatoires, anti-inflammatoires non stéroïdiens et les anti-inflammatoires stéroïdiens, tels que les corticoïdes, et le plus connu d'entre eux, c'est la cortisone, qui est très utilisée, très efficace, mais avait des effets secondaires. Mais les autres aussi, c'est-à-dire tous les anti-inflammatoires ont des effets secondaires. Donc là, on vous parle d'augmentation de risque de faire un infarctus, d'accident vasculaire, d'AVC, plus des risques d'hémorragie. Effectivement, si on reprend ce tableau-là, il y avait marqué des risques d'ulcères. Les ulcères, en gros, c'est des trous dans l'estomac, des ulcères gastriques, donc ça cause des hémorragies importantes. Donc tous ces médicaments ont des effets secondaires, même le paracétamol, qui n'est pas un anti-inflammatoire. Il y a des gens qui s'intoxiquent au paracétamol et qui sont hospitalisés régulièrement à cause de ça. En fait, le foie est abîmé avec le paracétamol. Il y a des doses à respecter. Alors, petite digression. On revient à ce document. On vous présentait les récepteurs sur les cellules sentinelles qui permettent, sur les globules blancs, qui permettent de repérer les intrus, les récepteurs TLR ou PRR, si on veut parler de la famille en général. Et là, la présentation, elle suggérait une ressemblance entre ceux de la mouche et ceux de l'homme. Cette ressemblance, elle est montrée, donc là encore, un TP peut-être qu'on pourra faire en rentrant, TP anagène, on en a fait pas mal, donc on compare la séquence en acides aminés de ces récepteurs chez différentes espèces. Là, on ne lit pas bien, mais il y a l'homme, je crois qu'il y a le poulet, le gorille, etc. Le rat. Voilà, donc Anagène vous donne des pourcentages de similitude. Vous avez un autre logiciel qui fait la même chose, Phylogène. Ça se présente comme ça. Vous avez donc les similitudes par rapport à l'homme. Donc entre les protéines de l'homme et les autres. Donc on voit une très grande similitude avec celle du chimpanzé, un peu moins avec le loup, etc. Grâce à ça, donc on peut schématiser, représenter qui est plus proche de qui, avec ces pourcentages. Ça confirme donc évidemment tous les arbres qui ont été tracés grâce aux indices anatomiques et grâce à tout un tas de molécules. Sachant que entre le poisson, ici se place l'ancêtre des vertébrés,
eh bien, il s'est écoulé à peu près 500 millions d'années. Donc en 500 millions d'années, il n'y a que 38% de... Enfin, il y a encore 38% de similitude entre les protéines du poisson et celles de l'homme, alors que notre ancêtre commun a 500 millions d'années. Ça veut dire que ce sont des molécules qui sont très conservées au cours de l'évolution. Donc bilan, un petit peu, enfin les grandes idées à retenir. L'immunité innée est présente chez toutes les espèces, ne nécessite pas d'apprentissage préalable, génétiquement hérité et présente dès la naissance. Voilà, repose sur des mécanismes de reconnaissance et d'action très conservés au cours de l'évolution. On a vu que ça fonctionnait de la même façon. Les macrophages chez la moule fonctionnent de la même façon que les nôtres. Bilan dans votre cours, vous avez ce schéma qui vous résume assez bien les idées principales. Attention, tout ce vocabulaire n'est pas à retenir. Si vous voulez retenir le nom d'un médiateur chimique, voilà, c'est pas mal, ça suffira. Cette partie-là, on va revenir dessus tout à l'heure, enfin dans un autre... donc en introduction du deuxième chapitre. Et puis, donc bilan, pour moi ce qu'il faut retenir au niveau vocabulaire, le nom des personnages principaux de cette histoire, les globules blancs, ceux qui sont les sentinelles, donc vous retenez au moins un nom, le macrophage. Ceux qui arrivent pour ce que j'ai appelé la cavalerie, les granulocytes et les monocytes, qui sont appelés à l'aide, les molécules impliquées dans médiateurs chimiques de la réaction inflammatoire, histamine, prostaglandine, au moins un des deux, les symptômes de la réaction inflammatoire, donc les 4 symptômes qu'on a décrits, savoir expliquer leur origine. Vous devez pouvoir aussi expliquer comment est déclenchée cette réaction inflammatoire, donc le repérage, et ensuite le rôle des médiateurs chimiques. Et puis, pour finir, le mode d'action des anti-inflammatoires. Alors, vous avez une vidéo qui est pas mal, vous suivez ce lien, et attention, elle est faite, enfin, il y en a beaucoup sur Internet, des vidéos sur l'immunité et l'immunité innée. Elles ont été faites pour la plupart pour les terminales S, parce que c'est encore au programme de terminale S cette année. Donc attention, il y a des détails qui ne sont pas au programme de la première.